Voilà, mesdames et messieurs, on va recommencer dans quelques petites secondes. Je vous invite à prendre place, à vous installer. J'ai vu qu'il y avait déjà plein de discussions engagées pendant cette petite pause. Merci à toutes et à tous d'être venus en grand nombre pour écouter ces débats. Je vous le disais tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet au cours de cette deuxième partie de matinée qui sera consacrée entièrement à une question transverse, celle des potentiels et des enjeux des ressources et usages du sous-sol. Cette session, elle a un peu vocation à ouvrir une série de thématiques qui seront approfondies dans la suite de l'événement. Donc on va faire un peu de culture G des sous-sols. Cette session comprendra deux moments. Un premier temps de cadrage, j'allais dire, où il sera question de géothermie. Et puis on aura ensuite une table ronde avec différentes parties prenantes, comme on aime à dire, d'après ce que j'ai compris, qui représenteront des industriels, l'État, etc. On fera là aussi un tour d'horizon, un grand panorama des ressources et usages du sous-sol. Et puis je le rappelle, cet après-midi, il sera question de décarbonation dans un premier temps, après quoi on parlera de stockage de CO2. Voilà, est-ce que tout le monde est bien installé? J'ai l'impression que oui. À celles et ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je me permets de me représenter à nouveau. Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste à Grand Labo. Et donc j'ai le bonheur de vous accompagner pendant 2 jours pour parler de ces sujets qui sont à la fois techniques et, on va le voir aussi, politiques. L'une des notions qui sera abordée probablement tout au long du colloque sera celle d'acceptabilité, à prendre avec pas mal de pincettes, cette notion. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer, puisque notre premier intervenant est là. Fin prêt, c'est le président de l'Association française des professionnels de la géothermie. Il s'appelle Jean-Jacques Graff. Bonjour, monsieur Graff. Bonjour. Vous avez voilà, une petite 20 minutes pour parler de géothermie, de l'exigence d'une bonne coordination avec les nombreuses parties prenantes. C'est le titre de votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous voir et je remercie beaucoup les organisateurs d'avoir laissé la parole à la géothermie. Ce n'est pas très fréquent, donc pour que ça soit souligné, même si je sais qu'il y a de nombreux convaincus dans la salle. Donc, je vais vous parler pendant quelques diaporamas sur un peu la complexité d'un projet de géothermie et puis vous expliquer un peu quels sont les freins et puis comment on peut y remédier et puis j'en tirerai quelques conclusions. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, là, vous savez que la géothermie a de nombreux atouts. Donc, déjà, c'est une énergie renouvelable, locale, disponible 24 heures sur 24, discrète, stockable aussi. On peut faire du stockage de chaud et puis ensuite faire du froid en été. Donc, c'est disponible aussi en géothermie de surface sur l'ensemble du territoire, à quelques exceptions près. Elle a une possibilité d'être valorisée de multiples façons, donc en chaleur, le plus classique, comme le dit son nom, géothermie. Le froid aussi, donc, qui se développe de plus en plus avec les vagues de chaleur en été, donc c'est de plus en plus crucial. Le froid était considéré plutôt comme un luxe il y a quelques années encore, ce n'est plus du tout le cas aussi. Il y a le rafraîchissement aussi, on ne le connaît pas trop, donc c'est du froid passif, ça consiste à bypasser une pompe à chaleur. Le rafraîchissement est quasi gratuit. On descend de 3, 4, 5 degrés, pas plus, mais bon, quand il fait 35 degrés à l'extérieur, si on rentre et il fait 30 degrés, c'est quand même pas mal, quoi. On apprécie. Et ce froid-là est quasi gratuit, donc on recharge le sous-sol en faisant circuler la boucle. Donc on peut faire bien sûr de l'électricité, c'est surtout intéressant dans les zones volcaniques où on produit à partir de fioul lourd, donc les coûts sont vraiment compétitifs. Je pense à l'exemple de Bouillante, donc dans les Caraïbes. Tout récemment, on l'a mentionné au préalable, on extrait du lithium aussi. Donc les eaux géothermales profondes sont souvent chargées en éléments. Aujourd'hui, le plus intéressant est le lithium. Je me souviens quand j'ai débuté en 2003 à Soul, sous Forêt, le lithium, on savait qu'il y en avait beaucoup, mais bon, on ne voyait pas très bien à quoi en faire. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et donc, il y a également énormément d'autres éléments dans de l'eau géothermale. Donc, il y a au moins une vingtaine ou une trentaine d'éléments dans une eau géothermale profonde comme celle du bassin rhénan.
Également, la géothermie peut lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc ça, c'est important aussi. Donc si on veut du froid en été, si on passe à de l'aérothermie, ça peut faire des hausses de température très très fortes dans certains quartiers. Donc là, la géothermie, elle n'émet pas de chaleur. Tout se passe en dessous du sol. Donc c'est une solution intéressante pour décarboner. Donc on a des filières qui sont certifiées, donc avec les qualités ENR. Et puis également, c'est un de mes messages, je terminerai là-dessus après, donc c'est aussi un outil pour créer des emplois locaux. Mais ça nécessite quand même un vrai travail collaboratif. Alors très rapidement, le poids de la géothermie dans le mix énergétique. Donc aujourd'hui, c'est entre 1 à 2% de la production de chaleur en France. C'est à peu près 4% de production de la chaleur ENR. Donc parmi les 20 et quelques pourcents de la chaleur renouvelable, il y a 4% dédiés à la géothermie. La majeure partie, c'est de la géothermie dite de surface, donc entre 0 et 200 mètres. Et un autre tiers, c'est de la géothermie profonde. Donc vous voyez ces chiffres, ça pèse vraiment pas grand-chose, donc 1 à 2% de la chaleur, de la production de chaleur nationale. Alors tout ça, ça se fait, donc cette production à peu près avec un peu plus de 200 000 projets de géothermie de surface. Donc on cite souvent, et je reviendrai aussi par la suite, le fameux cas de l'Orvillers qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité beaucoup d'émotions dans la presse. C'est un projet sur 200 000, quoi. Donc il faut aussi relativiser. Le poids de cette géothermie de surface, donc c'est un peu plus de presque 5 TWh. Ensuite, en géothermie profonde, il y a à peu près 80 opérations en cours, des doublés qui fonctionnent. Pas loin d'1 million de personnes sont alimentées par géothermie, essentiellement dans le bassin parisien. Et sur ces 1 million, je pense qu'il n'y a même pas 1% qui le sait, quoi. Donc c'est aussi un des gros problèmes de la géothermie. Sa discrétion est un atout, mais peut aussi être un désavantage. Ensuite, il y a 2 projets de géothermie profonde et électrogène. Donc un dans l'est de la France, en Alsace, et puis un autre à Bouillante. Donc voici pour ce que pèse la géothermie sur l'ensemble du mix. Les prévisions de développement de la géothermie sur la base des travaux qu'on a menés avec les ministères, donc dans la PPE, dans le cadre de la PPE, c'est pas encore validé. Donc aujourd'hui, il faut avoir en tête, en 2022, on est à peu près pas loin de 5 TWh en géothermie de surface, et on a un objectif de 10 TWh, donc un saut de 2 x 2 à faire dans à peu près une dizaine d'années. Pour la géothermie profonde, le saut est plus important, mais il y a des raisons pour ça aussi. Donc, il y a beaucoup de gisements qui n'est pas du tout exploités, donc il y a des choses à faire, et j'y reviendrai. Donc, le passé de 2,5 TWh à peu près aujourd'hui à 8 en 2033. Donc, ça, c'est un saut un peu plus important que la géothermie de surface. Mais tout ça est très nettement en dessous du potentiel possible. Donc, on avait fait une estimation avec l'Académie des sciences et des technologies. Le potentiel en géothermie de surface est assez facilement atteignable à un horizon de 100 TWh. Donc c'est quand même assez énorme. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que dans une ville, quand on construit un bâtiment neuf, personne ne pense à y mettre des sondes en dessous, quoi. Donc on construit, puis après on se pose des questions. Donc là, il y a un vrai travail en amont à faire avec les urbanistes pour intégrer cette notion de mise en place de la géothermie avant la construction des bâtiments. Et c'est qu'un petit exemple, il y en a plein d'autres. Donc le potentiel en géothermie profonde, on l'estime à peu près au moins à 30 TWh. Mais on a vu les belles cartes du BRGM, donc on connaît les gisements. Donc il y a vraiment de belles ressources, donc vallée du Rhône, vallée du Rhin, donc le Massif central, le bassin parisien, donc le sud-ouest et encore le nord également. Donc il y a de bons potentiels, mais seulement c'est malheureusement pas comme dans le pétrole. Donc on ne peut pas se connecter à un pipe et puis évacuer ça pour que ça soit raffiné ailleurs. Non, il faut consommer sur place. Et c'est bien, je dirais, la difficulté majeure aujourd'hui de cette géothermie profonde. Donc c'est comment construire autour de ces ressources qui sont sous nos pieds. Il y a très très longtemps, les villes se sont développées au bord des fleuves, très très souvent. C'est comme ça que ça s'est passé, donc parce qu'il y avait il y avait de l'eau déjà, donc mais ensuite il y avait des voies de communication. Donc peut-être à l'avenir on se développera autour des ressources en chaleur du sous-sol.
Alors les freins sont quand même relativement nombreux hein, donc au développement de la géothermie. Déjà les investissements. Donc là on est un peu dans ceux qui sont du milieu du pétrole le connaissent bien. Donc une centrale chaleur, c'est quelques millions d'euros, c'est entre 4 et 8 millions d'euros à peu près. Un forage, un puits selon la profondeur, ça varie entre 4 et 10 millions d'euros. Donc c'est quand même des coûts importants. Et ce qui fait que c'est une rentabilité à long terme. Donc on a fait souvent les simulations. La géothermie, en général, elle gagne toujours, mais après 20 ans. Donc c'est aussi une des grosses difficultés. On est dans une société où on a appris à calculer à court terme, donc à raisonner à court terme. Donc, et c'est un piège dans lequel on s'est enfermé hein, aujourd'hui, on le voit bien. Hein, donc on dépend beaucoup du gaz. Et puis maintenant qu'il y a des risques de raréfaction, ça peut poser un problème aussi. De même pour l'électricité. Donc je pense qu'il serait quand même plus intelligent de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc la géothermie peut quand même fournir quelques œufs supplémentaires à mettre dans le panier. Un des freins aussi, jusqu'à peu de temps, hein, jusqu'au début de cette année, c'est les prix bas du gaz. Hein. Donc là, j'ai très très souvent vu des maîtres d'ouvrage, des collectivités disent bon, c'est intéressant, mais quand même, c'est quand même nettement plus cher. Donc, le fonds chaleur avait ses limites aussi. Hein. Donc du coup, il y a des projets qui ne se sont pas faits, qui ont basculé au gaz. Pour d'autres raisons, des fois aussi, des délais d'instruction qui sont trop longs. Donc j'y reviendrai aussi. Aujourd'hui, il y a une concurrence assez féroce avec l'aérothermie, donc, parce qu'effectivement, l'aérothermie permet rapidement d'arrêter, de changer les chaudières fuel. Donc, en aérothermie, c'est une solution, mais aussi à court terme, puisque bon, elle consomme quand même nettement plus d'électricité. On vient de terminer aussi un rapport sur la durée de vie. Une pompe à chaleur géothermique se rapproche plutôt d'une durée de vie de 30 ans, alors qu'en aérothermie, on est plutôt à la moitié à peu près. Hein. Donc ça, c'est des études aussi qui ont été faites en Suisse. Hein, on arrive aux mêmes conclusions. Donc ça, il y a aussi une réflexion à mener là-dessus. Donc on ne cherche pas non plus spécifiquement à opposer donc, les différentes technologies, mais quand on peut faire quelque chose de durable à un endroit, il vaut mieux le privilégier. Ensuite, je parlais aussi des procédures. On a un code minier qui est très complexe, hein, donc que ce soit pour toutes les industries minières, que ce soit pour le pétrole, le gaz, la géothermie n'y fait pas exception. Hein, donc on comprend tout à fait que cette complexité a un vrai intérêt. Elle est faite pour protéger aussi pour protéger les gens qui vivent en surface, pour protéger l'environnement. Donc, par contre, ces délais d'instruction aussi aujourd'hui sont très longs, relativement longs. Donc là, demain, je suis auditionné au Sénat justement sur cette nouvelle voie d'accélération, la loi sur l'accélération des procédures, enfin de la production d'énergie renouvelable. Donc, on va essayer avec mes collègues du club de la chaleur renouvelable de défendre les projets de chaleur, parce que bon, je ne sais pas si vous avez lu ce projet, on ne parle quasiment pas de chaleur, hein, c'est exclusivement d'électricité. Très souvent aussi, les ENR, ça a souvent été le photovoltaïque et l'éolien, donc on a tendance à oublier un peu la chaleur. Et bon, il faudra encore répéter pour que ça rentre bien dans la tête des personnes qui travaillent sur ces dossiers. On a aussi, donc je l'expliquais, une difficulté de trouver l'enlèvement en surface. Hein, donc là, c'est un enjeu important. Donc il faut des réseaux de chaleur. Produire de l'électricité renouvelable est facile parce qu'il y a un réseau électrique à peu près partout. Donc on peut s'y raccorder très très vite. Par contre, il n'y a pas des réseaux de chaleur partout, donc malheureusement. Donc sinon, là, il y aurait beaucoup moins de soucis. Donc il faut repenser également l'aménagement d'un territoire en raccordant éventuellement sur un territoire plusieurs centrales de géothermie ou de biomasse ou de méthanisation pour faire un réseau de chaleur spécifiquement dédié à une utilisation locale. Aussi, un autre problème, c'est que le potentiel de la géothermie profonde est hétérogène. Ça aussi, j'ai souvent entendu, on ne peut pas le faire partout, comme l'éolien, le photovoltaïque. Effectivement, c'est la particularité de la géothermie et il faut s'adapter. Donc, il y a une incertitude sur le sous-sol. Donc, il y a heureusement des entités comme le BRGM et d'autres, le CNRS, y travaillent donc, pour améliorer cette connaissance du sous-sol. Et c'est en faisant des projets qu'on améliorera la connaissance du sous-sol. Autre difficulté que j'ai listée, hein, qui n'est pas des moindres, parce que ça fait quand même presque 20 ans que je suis dans le milieu, c'est une activité multidisciplinaire. Alors là, ceux qui sont dans le pétrole comprennent aussi tout à fait. Donc c'est très difficile aujourd'hui de monter comme ça une société qui veut démarrer en géothermie. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il il faut des géologues, des hydrogéologues, des géophysiciens, des spécialistes de turbines ou de réseaux de chaleur, des thermiciens, etc. Donc c'est toute une équipe à manager. Donc il faut vraiment avoir une vraie volonté et puis un travail très très en amont avant de se lancer.
Et ensuite, des problèmes d'acceptabilité. Donc ça, c'est de plus en plus important. Donc je le vois en 20 ans comme ça a augmenté. Donc quand on a déposé les dossiers de demande de forage pour Rittersofen, pour alimenter l'industriel Roquette, il y avait zéro remarque sur le dossier de l'enquête publique. Personne. Tout le monde s'en foutait clairement, pour être direct. Et alors aujourd'hui, ça a vraiment énormément changé. Malheureusement, avec les réseaux sociaux ne nous aident pas de ce côté-là. Donc il y a du buzz, il y a la désinformation. Donc c'est extrêmement difficile de faire face à ça. Donc là aussi, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire ensemble pour communiquer. Ce qui fait le sous-sol est peu connu et donc ce qui n'est pas connu fait peur. Donc voilà, donc c'est tout un enchaînement. Donc je vois les jeunes qu'on embauche qui viennent des milieux, enfin des écoles du sous-sol. Hein, c'est des jeunes qui n'ont pas peur du sous-sol parce qu'ils le connaissent, donc ils l'ont appris. Mais la plupart des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, qui regardent sur des pages Facebook et autres, elles ont énormément peur de ce qui se passe dans le sous-sol parce qu'elles ne connaissent simplement pas. Et donc on voit aussi que les 2-3 contre-références, j'ai cité Lorvillers, il y avait Souls à une époque et qui a été un peu oublié, mais tout récemment, les événements de Vendenheim, on voit que ça marque quand même les esprits, et puis ça participe à la peur, et ensuite ça se dilue. On voit bien Fukushima, c'était en 2011, 10 ans après, les gens veulent du nucléaire, quoi. Alors qu'en 2012, c'était hors de question, donc on voulait fermer la plupart des centrales, ou au moins une bonne partie. Et donc maintenant, ça évolue. Donc c'est une question, là c'est plutôt de la nécessité. Quand on voit les risques de pénurie d'électricité, bon, l'acceptation est un peu plus facile, mais en géothermie, surtout la géothermie profonde, il va falloir aussi démontrer des choses. Ensuite, vous pouvez imaginer, donc, si vous voulez porter un projet de géothermie, vous avez de nombreuses parties prenantes et puis un opérateur doit composer avec tout ça. Donc, je les ai classés en gros en deux catégories, les acteurs publics et les acteurs privés ou assimilés. Donc, les acteurs publics, la tutelle, hein, c'est DGEC, DGPR, DGALN, hein, donc, pour la partie lithium, DGPR pour la prévention des risques, et DGEC pour le développement des projets de géothermie. Donc c'est des contacts à avoir, c'est des dossiers à déposer, des gens à convaincre, des gens à voir, des rapports à faire. Et il y a l'autre acteur public important en géothermie, c'est l'ADEME, alors qu'il y a une structure nationale pour les gros projets, mais également beaucoup de structures régionales. Donc c'est assez complexe aussi, mais bon, ça a ses explications. Donc un acteur qui veut faire de la géothermie plutôt de surface, il doit bien connaître les référents de l'ADEME de la région, doit connaître aussi la volonté. Donc j'ai vécu, il y a des ADEME qui n'appréciaient pas trop la géothermie, qui avaient tendance à faire pousser d'autres énergies renouvelables. Donc là aussi, il y a tout un travail de conviction. Hein. Donc, ensuite, les DREAL en région, c'est important. C'est un acteur avec qui l'opérateur communique très régulièrement. C'est celui qui suit les projets, qui instruit les dossiers, qui donne des autorisations via la préfecture. Donc les préfectures, je l'ai cité après. Ensuite, les régions. Les régions sont des acteurs très importants, justement notamment pour tous les projets structurants, si on veut développer des projets dans un territoire. Donc la région, elle doit être derrière. Donc c'est indispensable d'avoir l'appui de la région. Tout comme la strate en dessous, les départements, c'est important aussi de travailler avec les personnes en responsabilité dans les départements, en responsabilité des énergies renouvelables. Et on descend encore d'une strate, on a les communautés de communes qui ont un poids important dans les décisions, notamment si vous voulez créer une zone, poser des réseaux de chaleur, etc. Donc le président de la communauté de communes est une personne importante. Et vous avez la strate en dessous, les communes. Alors des fois, il y a des bisbilles politiques entre le président et puis et un certain maire. Donc il faut aussi naviguer là-dedans et essayer de ménager un peu tous les côtés. Donc c'est un travail d'équilibriste. Et ensuite, on peut rajouter les pôles d'excellence des territoires et de la ruralité, qui est une super structure au-dessus des communautés de communes. Donc là aussi, il y a des actions, des demandes d'explications, des volontés de participer au projet, de comprendre le projet. Il peut y avoir des syndicats d'énergie selon l'endroit où on s'y trouve. Bien sûr, un des éléments importants, c'est tous les organismes de recherche. Hein. Donc
BRGM, CNRS et d'autres, c'est important de continuer de faire progresser la recherche en géothermie, surtout la géothermie profonde. Donc il faut encore énormément travailler sur la maîtrise des risques, mais également sur tous les problèmes géochimiques, de colmatage. Donc les sujets sont vraiment nombreux, hein, pour avoir été dedans et en étant encore dedans, je peux vous garantir qu'on ne chôme pas. Il y a vraiment il y a toujours matière à progresser. Et bon, de tout ça, il faut bien sûr s'assurer que les projets soient bien inscrits dans les schémas directeurs. Donc, ça veut dire aussi des réunions qui sont nécessaires pour s'assurer que la géothermie est bien prise en compte dans ces milieux-là. Ensuite, le deuxième pavé, donc les opérateurs privés. Donc, il y a déjà les opérateurs. Alors, pour avoir été aussi dans un grand groupe, un grand groupe, c'est plusieurs sociétés, donc c'est plusieurs gens à convaincre, notamment les financiers qui sont souvent les plus durs à convaincre. Il y a des fonds d'investissement avec qui vous devez travailler parce que c'est souvent eux qui peuvent amener de l'argent pour développer. Je prends le cas du lithium, hein, clairement. Donc, il y a les assurances. Les assurances, c'est aussi un domaine très important, les assurances du risque forage. Donc là, on y travaille beaucoup à l'AFPG. Donc la partie bancaire aussi, elle est classique, mais il y a des gens dans les banques qui sont vraiment chargés de suivre tout ça. Ensuite, on a créé une maille régionale d'animateurs géothermie. Donc jusqu'il y a peu de temps, il n'y en avait que 2, hein, jusqu'il y a 2-3 ans, il n'y avait que 2 animateurs en France, contre 120 en biomasse, hein, j'aime toujours le souligner. Donc là, on est en train de développer ces animateurs. Donc on est à peu près à la moitié des régions qui sont couvertes par un animateur. Et donc ces animateurs auront en charge notamment de former les chargés de mission chaleur renouvelable. Et très souvent, ces chargés de mission ne connaissent pas la géothermie. Ça, c'est également une grosse difficulté vers laquelle on fait face. Et donc on essaye de former ces gens-là. Et parce que très souvent, la géothermie n'est pas proposée parce qu'elle n'est pas connue. Donc là, il faut absolument combler très rapidement cette lacune. Ensuite, il y a tout le monde des foreurs et des sous-traitants. Hein, donc, faire un forage avec des sous-traitants, il y a aussi des problèmes de maîtrise des coûts. Donc là, il y a un gros travail à faire avec le foreur et les différents sous-traitants. Il y a également tout un microcosme d'associations qui gravitent autour de la géothermie, comme l'EGEC, qui est l'association européenne, donc la FPG, que je préside, FEDEN, FNCCS, Amorce, le syndicat des énergies renouvelables. Donc tout ça, c'est un tissu dans lequel il faut que les différents projets soient portés, soient poussés, donc il faut veiller à ça aussi. Après, bon, il y a des mouvements, j'ai mis entre guillemets écologistes, parce qu'il y a des écologistes qui sont contre la géothermie. Il y en a d'autres qui sont pour, mais qui ne le disent pas. Donc tout ça, ça aussi, là, j'ai demandé audience à France Nature Environnement pour clairement qu'ils se positionnent, parce que je trouve que c'est pas très bien de laisser faire tout le monde. C'est peut-être très, très, très louable, je peux comprendre, mais à un moment donné, il faut trancher. On veut y aller, on ne veut pas y aller. Donc il faut choisir. Donc on veut continuer à dépendre du gaz. C'est un choix, mais il faut l'assumer. Ensuite, il y a les pôles de compétitivité, donc je l'ai cité aussi, comme le pôle Avenia, qui est important dans le domaine de la géothermie, parce que le transfert des compétences du monde pétrolier, gazier, vers la géothermie est essentiel. Donc là, ça fait des années que je suis dans ce milieu, donc j'ai vu tout l'apport que déjà en 2013-2014, les gens du monde du pétrole ont pu amener à la géothermie, et je pense que vraiment il faut continuer ce travail de rapprochement. Donc c'est essentiel pour la maîtrise technologique, et la maîtrise technologique amènera moins de risques, moins de peur, etc. Et donc, je termine par 2 derniers, donc la presse et les médias en général, qui aussi sont des partenaires importants, qui peuvent aider justement au public qui est à la fin, qui est aujourd'hui, c'est pour moi la composante la plus délicate. Donc il faut vraiment travailler le public. Et je termine. En conclusion, donc je dis que les défis de la décarbonation et la souveraineté énergique ne se relèveront pas sans la géothermie. La géothermie est aussi un atout pour la souveraineté alimentaire. Hein. Donc je pense au maraîchage sous serre. Aujourd'hui, on régresse en souveraineté alimentaire, et c'est important de développer la géothermie pour ça et réindustrialiser la France. Donc ce que je dis en conclusion, c'est qu'il faut se coordonner ensemble pour, d'une part, préserver l'expertise encore existante du sous-sol. On a vraiment cette chance-là. Il faut la bichonner. Donc ensuite, bien sûr, améliorer les délais d'instruction tout en maîtrisant les risques environnementaux. Et enfin, avoir une politique d'investissement sur le long terme, tout en développant les usages autres que la chaleur. Hein. Donc c'est important, le froid, le stockage, l'extraction de lithium et les procédés industriels. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur Graff, c'était super important d'avoir ce temps de cadrage sur la géothermie.
C'était très clair, exposé d'une grande limpidité. Je vous propose tout de suite de nous engager dans la table ronde. Et c'est donc Carole Mercier, Marc Litzenberger, Thomas Guéant et Laurent Escarré que j'invite maintenant à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. On va essayer de parler, merci pour eux, d'un certain nombre de sujets qui ont été abordés en les creusant davantage, sans mauvais jeu de mots. Et évidemment, je voudrais qu'on commence par un tour d'horizon des différentes techniques et activités liées au sous-sol. Je vous présente tout de même, madame, messieurs, en quelques mots. Carole Mercier, vous travaillez à la sous-direction à la sécurité d'approvisionnement et aux nouveaux produits énergétiques à la DGEC. Merci beaucoup d'être avec nous. Thomas Guéant, vous êtes expert projet géosciences à Engie Solutions. Merci d'être là. Laurent Escarré, vous êtes project manager à Storengy. Chef de projet, oui. Et Marc Litzenberger, vous travaillez à la DREAL Grand Est et vous êtes adjoint chef de pôle et vous allez au plus près des dossiers sur un certain nombre de thématiques liées au sous-sol. Ça va être très intéressant de vous entendre sur la façon dont on les mène, ces projets. 4 temps à cette table ronde qui sera, je le dis tout de suite, suivi d'un temps d'échange avec la salle. Vous pourrez poser des questions, réagir à ce qui aura été dit en fin de table ronde. 4 temps. Donc d'abord, on va faire un petit panorama pédagogique. Je pense que c'est pas mal des différentes activités techniques liées au sous-sol pour redonner quelques enjeux clés. Deuxième temps, enjeux d'innovation et pistes prometteuses. On va voir ce qui se prépare, ce qui s'initie, où est-ce qu'on en est sur un certain nombre de sujets en matière de stockage, mais aussi de géothermie. Et encore une fois, merci Monsieur Graff pour le cadrage qui va nous éviter d'avoir à revenir sur plein de notions. On va gagner du temps. Troisième temps, gestion des risques. Comment est-ce qu'on les gère, ces risques? Quels sont-ils exactement? Et puis on finira par parler d'empreinte et d'impact. C'est sujet connexe à celle de gestion des risques. Je commence d'abord avec Madame Mercier. Vous êtes venue avec une carte et on va la commenter. C'est bien. Vous la voyez? Voilà. Vous avez un micro face à vous et je vous invite à le prendre pour nous parler d'une part du rôle de l'État s'agissant du sous-sol, de façon très transverse, pour prendre un peu de hauteur par rapport à plein de sujets très techniques. L'État, ce n'est pas un acteur comme les autres, de base. Bonjour à tous. Alors, je parle bien dans le micro. Voilà. Bon, je vous remercie pour cette invitation et puis bonjour à tous. En effet, l'État n'est pas un acteur comme les autres dans le sous-sol. Alors, le sous-sol, Monsieur Poinceau du BRGM vous l'a présenté. On s'intéresse à ce sous-sol qui se trouve à peu près, je dirais, en dessous de 10 mètres et jusqu'à plus de 5000 mètres de profondeur, qui est très diversifié en fonction de la localisation géographique dans laquelle vous vous trouvez. Ce sous-sol présente des caractéristiques qui peuvent être très différentes les unes des autres. Et par ailleurs, il est présent non seulement à terre, mais il est aussi présent en mer, ce qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent. Ce sous-sol, il est présent dans des très grandes zones, et comme la France dispose de zones sous juridiction en mer très importantes, vous voyez que nous avons un potentiel de sous-sol qui est très très large. Le rôle de l'État par rapport à ce sous-sol, en fait, il est décrit dès le début du 19e siècle, en fait, par le Code civil, qui fait que le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol, sauf quand il s'agit de mines. Et là, le Code civil a entendu donner à l'État le rôle de, quelque part, de gestionnaire de la mine, c'est-à-dire des substances de mine qui sont, elles, listées dans le Code minier. Donc, elle a dit, c'est l'État qui s'occupe de la gestion de ces substances quand elles sont listées dans le Code minier, et je crée un outil qui est le Code minier, qui propose toute une série de procédures pour permettre l'organisation de ces activités dans le sous-sol. Code minier qui est au cœur des discussions sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Voilà. Alors, et ensuite, effectivement, pour organiser le rôle de l'État, eh bien, il y a plusieurs directions générales aujourd'hui qui sont en charge de ces activités sous-sol. Elles ont été mentionnées tout à l'heure par M. Graff. Il y a la DGEC, donc Direction générale de l'énergie et du climat. Il y a la Direction générale de la prévention des risques, qui s'occupe donc de tous les aspects de sécurité qui ont trait aux travaux qui sont réalisés dans le sous-sol. Et nos collègues de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, qui, eux, s'occupent des ressources non énergétiques, je dirais, alors que la DGEC s'occupe des ressources énergétiques.
le rôle plus particulier de la DGEC que je représente aujourd'hui est justement d'élaborer et de proposer la politique en matière de ressources d'exploitation et de recherche des ressources du sous-sol ou des usages du sous-sol, comme les stockages souterrains, de mettre en œuvre cette politique et aussi d'instruire une partie des dossiers, enfin une grande partie des dossiers, en collaboration avec les directions régionales, qui sont évidemment des partenaires essentiels pour tout ce qui est activité dans le sous-sol. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je vais revenir vers vous dans quelques secondes pour nous parler de cette carte, mais effectivement, comme vous me fournissez la transition, je vais sauter dessus. À votre droite, il y a un représentant de la DREAL Grand Est. C'est quoi votre boulot? Oui, bonjour. Effectivement, nous sommes à la DREAL, l'échelle inférieure, on va dire, plus locale de tout ce qui vous a été raconté jusqu'à présent. Concrètement, donc, la DREAL, déjà, c'est quelque chose d'assez grand. Et je tiens à rappeler que moi, je ne suis pas là dans un service de développement des ENR. Ça, c'est un autre service. Là, je suis vraiment dans le respect de la réglementation et voilà, le respect de l'application du droit minier. Et donc, vraiment... Tout un programme. Voilà, exactement. Et donc, dans mon service, ce qui est important, et j'aime bien le rappeler à chaque fois, nous ne sommes ni pour ni contre la géothermie ou l'activité minière en général. Bien au contraire. Voilà, on est au milieu. Ni pour ni contre, c'est vraiment important. Et on est là pour faire respecter les droits et les devoirs de chacun, c'est-à-dire de chacun, des tiers et des industriels. Les industriels ont des droits et des devoirs, les tiers également. Globalement, vous intervenez à quel moment dans un projet? Donc voilà, nous on est vraiment à plusieurs niveaux avec également le ministère sur les titres miniers, mais on intervient plus particulièrement sur les ouvertures de travaux, vraiment en local, à l'endroit où le forage ou l'activité minière va se dérouler. Et donc on est dans l'application des procédures d'autorisation. Donc on est en contact direct avec les élus, les collectivités, le public qui a été cité tout à l'heure, effectivement. Et donc on fait ce travail d'instruction pour aboutir ou pas à une autorisation. Et il y a des sujets plus difficiles que d'autres. On va les aborder dans la deuxième partie de cette table ronde. Je voudrais donner la parole, Madame Mercier, oui, que vous me fassiez un petit tour d'horizon quand même sur les titres miniers en cours de validité. Hein, c'est le titre de cette slide. Tout à fait. Là, vous avez sur ces cartes, j'ai mis juste les titres d'exploitation qui sont en cours de validité. Ces informations, elles sont extraites du site Camino, qui est un site qui a été mis en place par le ministère, qui vise à permettre justement au public de savoir où se trouve l'ensemble des activités minières. Donc vous voyez, les différentes couleurs représentent différents types d'activités. Je ne sais pas si on les voit, c'est minéraux et métaux, granulats marins, c'est ça? Voilà, exactement, les hydrocarbures, la géothermie, on a aussi les stockages souterrains et air pour les éléments radioactifs. Donc là, j'ai extrait de la base uniquement les titres d'exploitation. Il n'y a pas les permis de recherche. Et donc, ces titres... Ça représente combien de projets en tout et pour tout? En gros, à peu près? Ah oui, quand même. Alors, c'est beaucoup ou pas? Oui, c'est beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de projets. Il y a toujours eu, on en a parlé tout à l'heure, Monsieur Poinceau l'a mentionné, toujours eu de l'activité minière et d'activité dans le sous-sol en France. Et je dirais que, par exemple, pour les hydrocarbures, depuis le milieu du XXe siècle, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 600 permis d'exploration qui ont été octroyés et presque une centaine de concessions d'hydrocarbures, donc de titres d'exploitation d'hydrocarbures, qui ont été octroyés. Diriez-vous que depuis ces dernières décennies, mettons les 2 dernières, il y a un ralentissement de ces autorisations? Alors, il n'y a pas de ralentissement, il y a une évolution. En fait, on passe, en fonction des politiques qui sont portées par les gouvernements successifs. En fait, vous voyez des activités qui se développent et d'autres qui se ralentissent. Donc ça, c'est vraiment en fonction, évidemment, de la politique. Mais c'est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine minier français est qualifié d'ouvert. C'est-à-dire que... n'importe quelle entreprise, n'importe quelle entité qui dispose des compétences nécessaires pour le faire peut demander un titre pour mener un projet exploratoire dans le sous-sol à tout moment. Après, il appartient aux entités qui sont en charge de prendre les décisions d'évaluer la possibilité d'octroyer ce titre minier et donc pour permettre à l'entité de mener ses opérations. Est-ce que vous êtes capable, pardon, c'est une question que je ne vous ai pas demandé de préparer, donc si vous bottez en touche, je ne vous en voudrais pas, en plus on n'est pas enregistré. Ah si. Est-ce que vous n'êtes pas capable de me dire à peu près quelles sont les proportions? Est-ce qu'il y a plus de stockage souterrain que de... Voilà. Est-ce qu'on a...
Alors, Des ordres de grandeur sur... Pour les stockages souterrains, il y en a à peu près une dizaine. Dans des stockages souterrains en aquifère, ce qu'on appelle dans des formations géologiques, donc des roches dans lesquelles il y a de la porosité, dans laquelle on peut stocker du gaz. Il y a un certain nombre de cavités salines. Je reformule ma question, pardon, elle était un peu floue, mais l'activité principale, c'est laquelle parmi toutes celles qui sont listées? C'est le pétrole, en fait, aujourd'hui. Pétrole et gaz sont les activités principales. Il y a encore une activité de sel. C'est le pétrole pour l'instant, parce que j'ai cru comprendre que les choses allaient changer. Bien, la loi de 2017 a prévu l'arrêt de l'activité pétrolière en 2040. Et on va discuter de ça notamment à la dernière table ronde de la deuxième journée avec notamment un représentant de Vermillon. Merci beaucoup. Alors du coup, j'aimerais qu'on continue à parler. On est toujours dans la première partie de cette table ronde. Hein, si vous suivez, on parle de variété des activités et des techniques. On peut peut-être faire un petit focus sur la géothermie du point de vue de Storengy. Vous avez entendu Monsieur Graff. Et puis on parlera de stockage juste après, Monsieur, avec vous, Monsieur Guéant, en interverti. Ça vous va? Oui, pardon, excusez-moi. Trop de projets. Allez, comment on regarde ça du côté de... Alors, oui, à titre d'introduction, peut-être présenter un peu les différents types de géothermie. Je rappelle que vous venez d'Engie Solutions. Oui, tout à fait. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité pour parler de la géothermie et de son potentiel, notamment dans les... J'imagine que l'essentiel des propos qui ont été présentés par M. Graff... Tout à fait, on est vraiment en phase sur les problématiques, sur la volonté aussi de développer cette belle énergie. Et bon, j'aurai l'opportunité de l'évoquer un peu plus loin. Peut-être à titre d'introduction, quelques éléments de base sur les différents types de géothermie. Alors, il y a une géothermie dite très basse énergie, ce que vous voyez à gauche. Est-ce que vous voyez le retour écran là? Oui, tout à fait. Oui, pas de souci. Donc, c'est une ressource qui va puiser l'eau géothermale à relativement faible profondeur, en dessous des 200 mètres, avec des températures qui sont entre 15 et 20 degrés. Donc ça, c'est effectivement le vecteur propice pour les réseaux de chaleur et de froid, pour les développements d'écoquartiers, typiquement, de zones de rénovation bâtimentaire, de bâtiments en tant que tels. Donc c'est vraiment à l'échelle locale la géothermie des territoires. Ensuite, nous avons numéro 2, c'est la géothermie profonde. Donc typiquement celle qui se pratique dans le bassin de Paris, dans le Dogger du bassin de Paris, qui est la ressource la plus connue en France, qui est, elle, plutôt destinée au réseau de chaleur, à proprement parler, parce que là, la ressource est beaucoup plus intéressante en termes de thermicité. Et là, on va alimenter les réseaux de chaleur urbains avec, pour les besoins de chauffage ou de chaude sanitaire, puisque ce sont les principaux usages que l'on a. Le numéro 3, c'est assez typique, finalement, du cadre insulaire. C'est la géothermie haute énergie. Alors là, on a des zones volcaniques qui sont très propices à la géothermie. Je pense à La Réunion, je pense à tous nos drômes qui ont un potentiel important. Et là, typiquement, on va faire de l'électricité à partir de cette chaleur captée à entre 1000 et 1500 mètres de profondeur, avec des températures qui sont nettement plus significatives. Et puis, la dernière géothermie, c'est la géothermie profonde stimulée, qui est celle qui se pratique typiquement en Alsace, où là, effectivement, on a des gradients géothermiques très importants, donc une ressource aussi à valoriser. Et il y a effectivement production d'électricité, turbinage finalement, pour production d'électricité. Voilà un petit peu les 4 grands axes. Et juste pour revenir à nos métiers, puisque moi je représente les réseaux de chaleur, on va s'appuyer essentiellement sur les 2 premiers, qui sont la géothermie très basse énergie et basse énergie, que l'on adapte en fonction des contextes et des demandes en local au niveau des territoires. Depuis combien de temps est-ce que finalement les Engie se saisit de ces sujets? Alors, on a, juste pour vous donner un petit panel, on a 11 installations aujourd'hui en Ile-de-France de géothermie basse énergie. Alors, il y a eu plusieurs séquences, je dirais, dans l'historique de la géothermie, les années 80-90, qui était vraiment la première séquence de développement de la géothermie. On a été assez pionniers d'ailleurs sur le sujet, cocorico. Et il y a une deuxième phase à partir des années 2000 où il y a une reprise finalement du développement des projets de géothermie. Et donc, Engie, en tout cas, s'inscrit dans cette deuxième phase avec aujourd'hui 11 installations pérennes en cours d'exploitation en Ile-de-France. Et vous êtes venu avec quelques slides. On peut peut-être les commenter, je ne vais pas les passer toutes longtemps, mais... On va faire assez vite, elles sont assez didactiques. C'est juste pour montrer un petit peu ce que c'est qu'un réseau de chaleur. Alors là, c'est bien évidemment dédié avec une ressource qui est dédiée à la géothermie. Alors, typiquement, vous avez un bâtiment
qui est la centrale géothermique, hein, qui va permettre justement de puiser cette charge géothermale au travers de 2 forages, un puits producteur et un puits producteur en rouge et un puits injecteur en bleu. Et ça, c'est votre partie? Ça, tout à fait. Hein, on est vraiment dans la problématique réseau de chaleur et distribution de cette chaleur géothermique. Donc ça, c'est... voilà. Je passe vite, pardon. Hein. Ouais, non. là c'est sur l'Île-de-France, hein, typiquement. On a la chance d'avoir plusieurs sources. C'est quoi un Dodger? Alors Dogger, c'est voilà, Dogger, c'est un âge en fait géologique. Bon, c'est un peu un raccourci. On parle du Dogger entre spécialistes, mais en fait, c'est un calcaire carbonifère qui a une extension de 15 000 km² à l'échelle de l'Île-de-France, et c'est la principale source de géothermie en Île-de-France, située environ à 1500 mètres de profondeur. Donc 6 tours Eiffel, hein, si vous faites la transposition. Ouais, c'est assez significatif. Voilà. On se représente bien les choses. Et vraiment, le principe, c'est d'aller capter cette géothermie qui a une température, enfin cette eau géothermale qui a une température entre 55 et 75 degrés, c'est la slide suivante. Voilà, de pouvoir donc la faire remonter via ce forage producteur, et d'ensuite, au niveau de la centrale de géothermie, de pouvoir échanger la chaleur au circuit du réseau de chaleur lui-même. C'est-à-dire que l'eau géothermale n'est jamais en contact avec l'eau du réseau, et c'est juste un transfert de chaleur au niveau de la centrale qui permet d'utiliser les calories et de les transférer au réseau primaire du réseau de chaleur. Donc ensuite, cette eau, elle est réinjectée hein, avec les mêmes volumes, les mêmes débits. Hein. C'est un engagement réglementaire hein, qu'on pourra peut-être évoquer par la suite. Et de là, une fois qu'on l'a produite, on va la diffuser finalement, on va la relayer dans le réseau primaire hein, que vous voyez ici, avec le réseau chaud hein, qui est matérialisé en rouge, et le réseau froid, c'est-à-dire les retours réseau en bleu. Et puis, donc on va en fait, cette chaleur, elle va cheminer vers des sous-stations hein, bâtimentaires, et ensuite elle va être distribuée au réseau secondaire, c'est-à-dire directement dans les appartements des particuliers via effectivement ces sous-stations. Merci pour ce brief illustré. Voilà ce que c'est concrètement qu'un réseau de chaleur alimenté par géothermie. Très bien. Et donc c'est quelque chose que vous investissez de plus en plus, sur lesquels vous projetez de plus en plus de projets. Alors effectivement, historiquement, je vous l'ai dit, on est très impliqué de manière générale sur les réseaux de chaleur alimentés par géothermie et les réseaux de chaleur de manière générale, hein, puisque Engie est à la concession notamment du plus gros réseau de chaleur de France, hein, qui est CPCU, hein, qui est le réseau parisien, ainsi que le réseau de froid, le plus grand de France également, qui est Fraîcheur de Paris. Et on est sur le territoire, bien évidemment, on a d'autres entités qui développent et exploitent ces réseaux de chaleur en France. Voilà. Est-ce que l'Adréal a eu affaire avec Engie? Et si oui, vous avez plusieurs micros, hein, vous pouvez les... Non, mais justement, c'est vrai que je n'ai pas précisé, peut-être, j'étais Adréal Grand Est, c'est régional, et tous les réseaux de chaleur qui viennent d'être évoqués sont principalement en Île-de-France. En Île-de-France, voilà. Tout à fait. Grand Est, on a d'autres géothermies, également celle-ci, mais de façon moins prégnante sur les réseaux de chaleur. On est plus sur, on le verra tout à l'heure, sur les réservoirs fracturés plus profonds, ou la petite géothermie du particulier, j'ai envie de dire la GMI, géothermie de minime importance. Voilà. Ok, et on finit ce tour d'horizon de différentes techniques, outils, activités du sous-sol avec vous, Monsieur Escarré. On va parler plus de stockage. On parlera de stockage de CO2 de manière plus spécifique à la fin de cette journée. Donc peut-être qu'on peut se concentrer sur le stockage de gaz avec Storengy. Peut-être faire un premier panorama. Alors, la confusion est aisée. Avec Thomas, on appartient tous les deux au groupe Engie. On se croise. Engie Solutions et Storengy se croisent de temps en temps sur les sujets sous-sol, se complètent parfois sur certains projets. Bien évidemment, moi je vais vous parler plus spécifiquement de stockage, qui est l'activité historique de la société, et pour le coup bien implantée. Ça fait un peu plus de 65 ans maintenant qu'on stocke du gaz en France. Et je rebondis sur ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, une activité relativement discrète qui n'est pas forcément très connue du grand public.
Et pourtant, en hiver, et ça a été dit par M. Gélère tout à l'heure, en hiver, les stockages alimentent parfois, pour un très fort pourcentage, les foyers, l'industrie, la consommation de gaz de façon générale peut être fournie, on va dire, à 60% pendant la période d'hiver par les stockages, même des jours sur de grands pics de froid où les stockages fournissent la quasi-totalité de ce que consomme le pays. Alors le stockage, oui, pour présenter ça rapidement en 3 mots, pourquoi stocker Oui. La réponse, je viens de la donner quelque part. Et puis l'actualité, en ce moment, nous la remet un petit peu sous les yeux avec la guerre en Ukraine. Stocker pour faire des réserves, tout ça. Ouais, voilà, stocker pour passer l'hiver. Et en 3 mots, dans le détail, ça veut dire que quand on n'est pas soi-même producteur de gaz et qu'on est dépendant d'un tuyau qui vous amène ou pas ce gaz à des tarifs qui peuvent varier. À un moment donné, il faut s'assurer un petit peu de flexibilité, un petit peu d'indépendance. Et naturellement, un petit peu comme l'écureuil prudent va stocker quelques noisettes, on va se faire quelques réserves pour l'hiver. Et il arrive effectivement, en fonction des rigueurs de l'hiver en question, il arrive que les stockages fonctionnent énormément. Ça se stocke comment? Ça se stocke où? Alors, ça se stocke comment? Ça se stocke essentiellement des deux. Ne répondez pas que ça se stocke bien. Hein. Aussi, ça se stocke bien. D'accord. Mais... Je veux dire comment au sens descriptif? Alors oui, on va revenir sur la slide d'avant, puisqu'on a les deux. On va parler de sous-sol, c'est un petit peu le sujet. On a les deux méthodes, si j'ose dire, ou les deux techniques qui permettent de stocker du gaz. La première, en aquifère, il faut imaginer un réservoir qui pourrait être un réservoir pétrolier. La seule chose, c'est que plutôt que de chercher à trouver l'hydrocarbure, le découvrir et le produire, on va chercher un réservoir qui pourra contenir ce gaz et on va l'injecter nous-mêmes. Donc on a la nécessité de bien comprendre comment fonctionne le réservoir, comment fonctionne cet aquifère, puis alors s'assurer aussi qu'on comprend très bien aussi sa structure, pour s'assurer que le gaz qu'on va y mettre ne fuit pas latéralement ou dans la colonne lithologique qui se trouve au-dessus. Donc il a une bonne couverture. Parce que si ça fuit, qu'est-ce qui se passe? Si ça fuit, vous perdez votre gaz déjà. Premier point. Et puis c'est, je pense, le point principal. Accessoirement, il y a une dimension pollution qu'on peut imaginer. On n'a aucun intérêt, effectivement. Et là, je commence à toucher la question risque. On n'a aucun intérêt à ce que ce gaz aille polluer les aquifères supérieurs, dont certains sont exploités pour l'eau potable. Vous l'avez vu sur le bloc diagramme que présentait Christophe Poinceau tout à l'heure, quand on parle de stockage de gaz et qu'on parle de stockage en aquifère, dans un réservoir qui a rocheux, qui a une porosité, une perméabilité, on travaille sur des niveaux extrêmement profonds. Alors, extrêmement, on va relativiser, on va parler de 1000, 1500 mètres peut-être en termes de profondeur, mais toutefois sous les aquifères qui sont traditionnellement exploités pour l'eau potable. Vous avez sur ce schéma qui est présenté ici, ce qu'on appelle un aquifère de contrôle, qui lui-même permettra de s'assurer qu'on n'a pas de fuite verticale, on n'a pas de gaz qui remonte dans les aquifères supérieurs. Et ça, c'est d'où son nom, d'aquifère de contrôle. Ce sont les types de stockage qui permettent le stockage du plus gros volume, finalement, de l'ordre de plusieurs centaines de millions de mètres cubes de gaz, à quelques milliards, qui peuvent être stockés dans ce type de structure. Vous avez ensuite les cavités salines sur la droite, où là, l'idée, effectivement, on se rapproche peut-être un petit peu plus de ce que les gens imaginent traditionnellement. On a une caverne, on stocke du gaz dedans. Là, pour le coup, la caverne, on la crée. On fait ça dans du sel, qui a beaucoup de vertus, d'un point de vue mécanique notamment. Et puis, surtout, il est étanche. En tout cas, on essaie de travailler dans des couches de sel aussi homogènes que possible pour se garantir cette étanchéité et les caractéristiques mécaniques qu'on maîtrise. Et donc, on dissout le sel pour créer une cavité dans laquelle on stocke du gaz. Là, on travaille sur des volumes de l'ordre de quelques centaines de milliers de mètres cubes pour la cavité. Alors, avec la profondeur et la pression, bien évidemment, ça représente beaucoup plus de volume de gaz stocké en conditions de surface. Les deux différences entre les deux stockages, outre le volume, vous voyez, on a un ordre de grandeur entre les deux, c'est ce qu'on en fait finalement. Un stockage en aquifère, on est quand même dépendant quand on l'exploite, quand on le produit, quand on injecte le gaz, de la porosité, de la perméabilité de la roche. On ne peut pas faire ça à n'importe quel débit, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il faut préserver le réservoir et il faut s'adapter à ce qu'il peut fournir en termes de dynamique. Une cavité, on peut la produire beaucoup plus rapidement, ce qui explique que les cavités salines sont exploitées notamment pour des débits de pointe. Quand on a un besoin urgent, rapide, on va utiliser ce produit-là plutôt qu'un autre. Voilà comment ça marche, en gros. Et donc, c'est plutôt où?
Alors c'est plutôt où aujourd'hui vous avez une carte du réseau d'infrastructures gazières français, avec les différents opérateurs qui travaillent sur ce réseau. Traditionnellement, ce qui concerne le stockage, vous avez 3 sociétés qui sont réparties et qui répartissent leurs structures sur les réseaux de transport, sur la tuyauterie. Vous avez Storengy qui opère, alors 14 sites, je vais préciser les chiffres par rapport à ce que vous avez entendu jusque-là. 14 sites, il y en a effectivement une petite dizaine, il y en a une dizaine en nappe aquifère ou en gisement déplété, c'est-à-dire réservoir qui a déjà contenu des hydrocarbures et qu'on réutilise pour réinjecter du gaz maintenant. Sur ces structures, il y en a 3, je crois, qui ne sont pas en service, ce qui explique le delta avec les chiffres que vous avez entendus jusqu'ici. 4 sites en cavité saline qui sont localisés dans la vallée du Rhône, dont un qui appartient à la société Géométhane, deuxième acteur, mais opéré par Storengy, donc le site de Manosque, qui comporte 7 cavités de mémoire de stockage de gaz. Et vous avez un opérateur qui est Terega, qui lui opère sur le sud-ouest de la France, et qui travaille avec 2 sites de stockage en aquifère qui ont une capacité chacun de 3 milliards de mètres cubes de gaz. Voilà donc pour les acteurs principaux. Alors préciser peut-être à ce moment-là qu'aujourd'hui la France a une capacité de stockage, on parle de 130 TWh sur la slide ici, ça représente un tiers de la consommation annuelle de la France en gaz. C'est ce que disait M. Gégère tout à l'heure. Je reboucle avec les chiffres qu'il donnait. Effectivement, on a approximativement la capacité de fournir du gaz à la France pendant 3 mois, si on devait en arriver à ce cas extrême qui est assez théorique. Voilà. Assez théorique parce que parce qu'il faut imaginer qu'en 3 mois, on vidange la totalité de la capacité utile de nos stockages dans le cas où pas une molécule de gaz arriverait sur le réseau français, ce qui est quand même un cas un petit peu extrême, ouais. Très, très théorique. Juste pour finir, vous aviez tenu à montrer cette slide sur le prix du gaz. Cette slide, elle est responsable ce qui est exprimé sur cette slide est responsable de beaucoup de sujets de discussion qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur notre relation à l'énergie. On a une culture industrielle qui est vraiment une culture des ressources énergétiques fossiles, qu'il s'agisse des hydrocarbures ou du charbon, et on se rend compte que malgré tous les efforts louables que l'on fait actuellement, beaucoup de choses sont en devenir, beaucoup de business plans sont en devenir. On a parlé de la géothermie tout à l'heure, de ce qu'elle pourrait fournir, de ce qu'elle ne peut pas encore fournir. Et on se rend compte que quand on a une crise de ce type-là, la guerre en Ukraine, où les prix du gaz explosent, ce que vous avez en bleu ciel, c'est le prix du gaz tel qu'on le cours du gaz en Europe, à comparer au cours du gaz en bleu foncé qui est en dessous, tel qu'on le voit aux États-Unis. Ça, c'est le cours du gaz sur la place de New York. On le compare également au cours du Brent, au cours du pétrole. Voilà. Pour donner un ordre de grandeur, ce qu'on vit actuellement est exceptionnel. Et aujourd'hui, on se rend compte que réagir à ça, c'est extrêmement compliqué et qu'on ne sait pour l'instant pallier qu'en se tournant vers les ressources conventionnelles qu'on a encore sous la main. La transition énergétique passe aussi par le bon usage et la bonne exploitation de ce qu'on sait faire vis-à-vis de ce qui nous reste encore à développer. Et donc, on l'a vu, c'est très symptomatique. Ces derniers temps, les Allemands, par exemple, ont essayé, comme ils ont pu, de redémarrer des centrales à charbon parce qu'on a besoin d'énergie. Le stockage est, de fait, redevenu quelque chose d'extrêmement prioritaire. La Commission européenne l'a rappelé. L'Union européenne demande à ses membres de remplir ces stockages au moins à 85% d'ici le 1er novembre, ce qui témoigne d'une certaine urgence vis-à-vis de l'incertitude et du risque qu'on a en termes d'approvisionnement, en termes de gaz. Voilà. Alors, que j'en sais, aujourd'hui, effectivement, les pays qui stockent aujourd'hui en Europe sont en train de se rapprocher, voire ont franchi ce taux de 85% qui est demandé. La France est aujourd'hui à 94 ou 95% d'ailleurs. Donc, il faudrait aller plus vite, si je vous comprends bien. La question elle est large, on ne va peut-être pas ouvrir le débat maintenant. Le constat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le stockage de gaz en particulier, et je vais peut-être ouvrir un débat là, mais c'est peut-être pas la table ronde pour ça, mais le stockage de gaz et effectivement la bonne gestion de nos ressources en gaz, aussi fossiles soient-elles, est un sujet d'accompagnement de la transition énergétique
Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui un levier majeur dans la gestion de nos ressources en cas de crise comme nous la vivons actuellement. Sur ces enjeux, Madame Mercier, comment l'État regarde-t-il ces préoccupations telles qu'elles viennent d'être exprimées par Monsieur Escarré? Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir parfois une volonté d'aller plus vite, compte tenu des enjeux qui existent, parfois au contraire de faire preuve de plus de prudence. Quel est le rôle de l'État par rapport à ces tensions différentes? Le rôle de l'État, on l'a vu depuis le début de l'année, ça a été de s'organiser pour que la France ne manque pas d'énergie, en utilisant évidemment les ressources dont elle dispose aujourd'hui, qu'elles soient sur son territoire ou qu'elle l'importe, en assurant via d'autres contrats, via d'autres systèmes d'approvisionnement, comme M. Gégère l'a présenté, pour qu'on sache répondre à l'urgence. Voilà. Pour autant, et on l'a vu aussi dans la présentation de M. Gégère, elle n'entend pas se détourner de son objectif long terme. Cette transition énergétique, elle est portée depuis plusieurs années et elle est voulue par l'ensemble, par la France, en tout cas par les gouvernements qui sont succédés, et par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est plutôt que cette crise, effectivement, elle accélère plutôt la volonté de l'Union européenne de mener cette transition énergétique. En revanche, elle ne peut pas méconnaître les enjeux que ça représente, et on le voit bien à travers le rythme à laquelle les différents projets qui se développent aujourd'hui peuvent se développer. Donc, elle essaye de répondre en même temps, et donc l'État est tenu de réfléchir à des propositions, qui doivent pouvoir être opérationnelles. Elles sont nombreuses, ces propositions que viennent vous faire les opérateurs, les industriels. Tout à fait, et c'est l'objet et comment on les des différentes planifications qui sont faites depuis plusieurs années avec les PPE, ces planifications pour l'énergie accompagnées des stratégies nationales bas carbone qui sont faites régulièrement avec l'ensemble des acteurs, qui donnent lieu à l'organisation d'ateliers qui regroupent vraiment l'ensemble des acteurs et des parties prenantes qui sont concernées par ces différentes évolutions et qui permettent de construire une planification chaque fois pour les années à venir. La prochaine loi, donc la loi de programmation, elle sera passée devant le Parlement à l'été 2023. Et suite à cette loi de programmation qui aura vu le législateur et donc nos représentants discuter sur la manière de préparer cette transition énergétique, nous verrons derrière une nouvelle PPE et une nouvelle stratégie nationale bas carbone se mettre en place pour justement dérouler le cadre dans lequel tout cela doit pouvoir se dérouler de manière à ce que la France bénéficie toujours de l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner. Monsieur Litzenberger, même question sur tout ce qui se met en place en matière d'exploitation du sous-sol. Il y a un fourmillement d'idées nouvelles, hein, forcément, la période s'y prête. Beaucoup de choses vous parviennent. Comment est-ce que vous arrivez à gérer l'ensemble des sujets qui arrivent sur la table et comment est-ce que réglementairement, on arrive à avancer sur ces sujets en étant suffisamment dans l'accompagnement et en même temps dans l'encadrement? Vous avez 2 heures. Non, mais nous, je vous dis, on est proche du terrain, donc on est assez pragmatique. On reçoit effectivement des demandes classiques, et des demandes un peu plus innovantes, donc je pense qui vont sur des... Un exemple? Par exemple, du stockage de chaleur couplé à de la géothermie, c'est-à-dire stocker de la chaleur quand on en produit beaucoup, mais dont on n'a pas le besoin immédiat, le stocker dans le sous-sol, et ensuite le réutiliser pour la géothermie quand il y en a besoin. C'est un exemple parce que c'est ce que j'ai en ce moment qui arrive sur le bureau, clairement. Et c'est plein de choses intéressantes, mais qui n'ont pas forcément un cadre réglementaire qui est déjà défini. Le code minier, comme on l'a dit tout à l'heure, est assez ancien. Il était fait pour gérer et encadrer des activités assez anciennes, le charbon, le pétrole, qui est encore là, mais malgré tout, qui va bientôt s'arrêter en 2040. Et donc ces nouveautés-là ne rentrent pas forcément dans le
prisme de la réglementation actuelle. Alors on fait comment quand on est à votre place? Eh bien, on n'a travaille, pas les outils juridiques avec le ministère, et c'est là où je pense qu'il y a une piste d'amélioration. Beaucoup de choses sont faites, honnêtement, comme l'a dit Carole, au niveau du ministère et de la réglementation pour anticiper tout ça. Mais je pense que s'il y a un gros travail à faire, c'est vraiment de travailler avec les industriels, même quand ils sont encore au stade de l'innovation et de la recherche, pour déjà avoir une idée des projets qui vont arriver dans 2-3 ans, donc assez matures déjà. Par exemple, pour la chaleur, je pense qu'on aurait pu le savoir un peu avant, et pour pouvoir déjà encadrer et prévoir les mesures d'encadrement, savoir dans quelle case on rentre. Pourquoi ? Parce que quand ça arrive, il faut aller vite. Ouais. Et si ce n'est pas prévu, et que ça met 2 ans, on n'est pas dans le temps industriel. La technologie va toujours plus vite que le droit, de toute façon, donc il faut je pense qu'on peut avancer ensemble, mais je pense qu'il faut vraiment travailler au niveau de la recherche de ces technologies-là. Alors, on va continuer à parler de technologie. On est dans le deuxième temps de cette table ronde. Le temps file à grande vitesse. Je voudrais juste qu'on parle de ce qui, Monsieur Guéant, peut-être s'imagine aujourd'hui. Là, vous aviez une slide sur le forage multidrain. Ouais. En quoi c'est une solution innovante, du coup? Alors, ça part d'un constat simple, en fait, c'est que dans l'ouest du bassin de Paris, la ressource Dogger existe. Les besoins de chaleur et de réseau sont importants. Mais on savait historiquement, et ça c'est les forages précédents et les expérimentations géothermiques des années 80, nous ont démontré que ce réservoir est de beaucoup moins bonne qualité dans ce secteur, même si la chaleur est exploitable. Donc en partant de ce constat, on a planché pendant plusieurs mois pour à partir des techniques classiques de forage, puisque on l'a vu, c'est un puits producteur, un puits injecteur, incliné à 45 degrés dans le réservoir, ça c'est classique, c'est la méthode d'exploitation classique. Comment on pouvait adapter finalement cette méthode technique de forage pour pouvoir compenser ce déficit réservoir qu'on observe dans l'ouest du bassin de Paris et valoriser économiquement cette chaleur. Donc, nous est venue l'idée effectivement de ce forage multidrain. Alors, c'est quoi le forage multidrain ? C'est 2 tubes en U, typiquement, c'est 2 drains en U qu'on va faire dans le Dogger du bassin de Paris, plus une jambe descendante, une jambe dite de sédimentation. Et ça va nous permettre finalement de faire 5 traversées dans le réservoir et d'augmenter la surface de drainage dans ce réservoir. Ça va nous permettre également de multiplier par 80%, enfin d'augmenter de 80% le débit capté. Typiquement, si on n'avait pas eu cette technologie, on l'a appliquée pour la première fois en 2020 à Vélizy-Villacoublay. Si on n'avait pas eu cette technologie, le projet n'aurait pas été rentable. Et puis, clairement, cette technique va révolutionner clairement l'approche de la géothermie profonde. Alors, pas seulement dans le secteur de l'ouest du bassin de Paris, qui est déjà une zone à travailler en soi, mais à l'échelle, je pense à l'échelle de la France métropolitaine, il y a des secteurs aussi où on sait qu'il y a une ressource géothermale qui existe. Le réservoir n'a pas forcément la bonne transmissibilité, c'est-à-dire la capacité à conduire le fluide et à le faire remonter jusqu'en surface. Donc on va pouvoir aussi adapter cette technique dans d'autres zones géographiques que l'ouest du bassin de Paris. Voilà. Alors sur toutes ces innovations, on va accélérer un petit peu le déroulé de cette table ronde parce que le temps file. J'aimerais qu'on parle de gestion du risque tout de suite pour ne pas manquer cet item. Quand on parle de gestion du risque associé à vos technos, géothermie et stockage du gaz, de quel risque on parle en essayant, s'il vous plaît, de me faire des réponses assez courtes, environnementales, sociétales, enfin ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Par exemple, quand on pousse une techno comme ça, qu'est-ce que ça implique en termes de risque associé ? Alors, en termes de risque associé, c'est un risque d'exécution. Clairement, c'est une première qui a été faite en 2020. Donc, ce qu'on a fait, donc, il faut une phase d'étude de faisabilité importante, d'ingénierie aussi derrière pour mitiger le risque en exécution. S'associer, ça c'est aussi important avec les bons acteurs, avec une bonne société de forage qui a des compétences, qui a les bonnes machines. Des opérateurs aussi, notamment en termes de déviation, parce que vous vous rendez bien compte, pour faire ces drains qui descendent et qui remontent, il faut aussi des acteurs, et on a la chance d'avoir des acteurs de la déviation en France. Je peux citer Schlumberger qui nous a accompagnés sur ce projet. Donc c'est aussi c'est s'entourer des compétences, des bons acteurs pour réussir le projet, au-delà de l'idée, du concept qu'on peut y mettre. Donc ça, c'est vraiment un point clé, et ça correspond effectivement à la mitigation, je préfère parler de mitigation, du risque de réalisation finalement de ce projet. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple clair. Du côté de Storengy ?
Oui, je vais rebondir en disant, je vais traiter les deux sujets à la fois quelque part. C'est que l'innovation, quand on va passer à l'industrialisation, quand on va construire les premiers pilotes de projets, ça passe effectivement par la validation d'un certain nombre de choses, et notamment en termes de gestion du risque. L'innovation, quand on parle de stockage aujourd'hui, c'est un petit peu le stockage de nouveaux gaz. On a parlé d'hydrogène, on a parlé de CO2. En ce qui nous concerne, c'est effectivement de l'hydrogène à un horizon plus ou moins proche. Et au-delà des considérations purement techniques qui consistent à savoir comment le gaz va se comporter dans le sous-sol, comment il va se comporter dans les installations qui vont servir à le produire, à l'injecter, à le transporter, derrière, il y a aussi tout un tas de sujets qui doivent être traités en termes de sécurité industrielle, en termes de réglementation et en termes d'encadrement de façon générale. Et là, on parle aussi d'innovation accessoirement. Pour le coup, la gestion du risque, on va l'aborder à travers de pilotes qui vont permettre de s'assurer non seulement effectivement que le projet est viable d'un point de vue industriel, économique, et qu'il répond à un besoin, que en gros le business model est présent et valable. Mais par ailleurs, on va essuyer un certain nombre de plâtres aussi d'un point de vue HSE, sécurité industrielle, réglementaire, et là pour le coup effectivement il y a un lien très très étroit avec ce qui se fait avec les services de la DGEC ou de l'Adréal de façon beaucoup plus proche quand on parle de mise en œuvre de nos travaux. Alors du coup côté Dreal, pardon, comment on va profiter de votre présence? C'est vrai que c'est le point central pour nous en tous les cas en région, en Dreal, proche du terrain. C'est notre mission principale, c'est bien d'assurer le développement, de permettre le développement donc de l'activité minière qui vient de vous être détaillée, tout en gérant les impacts et en minimisant les impacts et les risques pour les rendre acceptables pour la population et l'environnement. Voilà notre cœur de métier, c'est vraiment ça. Et là, je vais rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, comment on le fait concrètement? On le fait à plusieurs étapes et à toutes les étapes de la vie d'un projet. Et je vais aller assez vite parce que je vois que le temps file. Mais non, mais prenez le temps qu'il faut quand même. Répondre juste à ces étapes-là pour montrer tout le processus qui est long. On a parlé que les procédures étaient longues, effectivement, elles sont longues. C'est-à-dire qu'au préalable, quand il y a un projet qui naît chez un industriel, il vient nous voir, on en discute. Et dans le cadre déjà du titre minier, qui est vraiment l'enveloppe qui permet de faire des travaux dedans, dans le titre minier qu'on instruit cette première procédure, on peut déjà y mettre des règles. C'est-à-dire, telle technique, elle ne sera pas employée. Ou attention, il y a des risques à cet endroit-là. C'est déjà un premier point de vigilance qui aiguille le projet. Ensuite, quand le projet est plus ficelé, il nous le dépose en Dreal pour l'instruction. Et là encore, on peut, pendant l'instruction, en regardant l'étude de danger, l'étude d'impact, eh bien, proposer ou discuter avec l'exploitant pour amender et changer à la marge ou complètement le projet pour qu'il ait le moins d'impact et de risques possible. Donc on agit encore en co-construction à ce moment-là. Ça, c'est la phase d'instruction. On arrive après, s'il y a autorisation, à l'arrêté préfectoral d'autorisation. Là, on dit, OK, le projet est bon, il est valable. Pendant l'instruction, on peut être amené à dire, les 3 fourrages-là, vous ne les ferez pas. C'est-à-dire que les 6, mais ils sont trop proches d'une maison, donc non. Voilà. Et une fois qu'on est au projet final d'arrêté préfectoral qui autorise ce projet en tant que tel, eh bien, effectivement, dans cet arrêté préfectoral, on peut mettre des prescriptions pour justement encore gérer le risque à un autre niveau. Vous voyez, c'est encore une autre étape. Et là, on va gérer le débit, parce qu'on dit au-dessus de ce débit, le risque n'est pas acceptable. On va gérer la pression, plein de choses comme ça qu'on va mettre dans l'arrêté préfectoral. Interdiction d'aller sur cette zone ou de compenser. Bref, je ne vais pas dans le détail. Et ensuite, une fois que les travaux sont en cours et puis que l'exploitation fonctionne, à toutes ces étapes-là, il y a encore notre rôle de police des mines. C'est-à-dire que là, on inspecte cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on vérifie si tout ce qui avait été mis dans le dossier d'autorisation et dans l'arrêté préfectoral est bien suivi. Et là, on peut encore adapter en fonction des écarts potentiels, etc. Donc le risque est vraiment géré à toutes ces étapes. Et si on en loupe une, il est mal géré. C'est une échelle de temps. Cette échelle de temps est-elle synchronisable avec celle des industriels ? Effectivement. C'est quoi ces questions, enfin ? Non, mais moi, j'ai aucun problème puisque j'applique la réglementation. Moi, je suis complètement à l'aise. Madame Mercier, vous pouvez répondre aussi, bien sûr. Il y a une réglementation qui est là. Non, mais elle est ce qu'elle est. À nous, et j'aime bien le dire aussi qu'en Dreal, on essaye vraiment d'être facilitateur aussi. Encore une fois, on n'est ni pour ni contre, mais notre but, c'est de respecter les délais et vraiment d'y mettre de l'huile dans tous les niveaux, dans tous les rouages de ces étapes-là. Oui. Voilà. Madame Mercier. Je voulais juste rappeler que si l'État est aussi attentif à tout ce qui se passe dans le sous-sol, c'est parce que l'État, en dernier recours, est le responsable. Et donc évidemment l'ensemble des contribuables français qui devront réparer des erreurs ou des accidents qui auraient eu lieu. Donc on a certes
un retour d'expérience d'activités dans le sous-sol qui se sont déroulées tout à fait correctement, en tout cas sans que des dommages notables aient été relevés. Donc ça, on peut être fier de ça. Mais il y a eu aussi des activités dans le sous-sol qui ont créé des dommages qui aujourd'hui grèvent encore le budget de la nation. Donc l'État se doit d'être attentif, vigilant et de s'assurer que les droits qu'il donne, le titre minier, qui est un droit, une exclusivité pour une entité de mener un projet dans le sous-sol, est bien donné à une société qui dispose des capacités techniques et financières pour le faire. Ces capacités techniques sont extrêmement importantes. C'est le cœur du sujet. Et c'est pour ça que le maintien des compétences dont on a parlé dans les précédents discours, ce maintien des compétences qui existent aujourd'hui en France, ces acteurs qui sont présents comme Schlumberger ou comme toutes les autres sociétés de services qui ont une compétence sous-sol qui a été développée grâce à toutes les activités antérieures, il faut que cette compétence-là soit maintenue sur le territoire. Sinon, les acteurs. C'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un risque de voir ce. Ça, c'est le risque de voir ces compétences-là ne plus être présentes sur le territoire. Alors, on peut les trouver ailleurs dans le monde, bien sûr. Mais ça se fera aussi à un coût différent. Et ça sera vraiment dommage pour la France et pour les Français qui, à travers toutes ces activités, peuvent bénéficier de métiers extrêmement intéressants et à très forte valeur ajoutée. Monsieur Guéant, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, peut-être rebondir sur ce que disait Monsieur Lichtenberger. J'ai choisi volontairement le risque associé à la ressource en eau et comment typiquement en géothermie on protège cette ressource. Donc là, vous avez l'architecture d'un puits, d'un puits de géothermie et dans le bassin de Paris, et on a effectivement 3 niveaux d'eau liés à la consommation humaine qu'il faut impérativement préserver. Donc on a adapté l'architecture de nos puits, et donc ça c'est un échange avec l'Adréal aussi. Oui, vous n'êtes pas chacun en silo tout à fait, dans votre coin. Je tiens à dire que c'est vraiment une relation fusionnelle entre l'administration et l'opérateur, de trouver les bonnes solutions finalement pour préserver cette ressource en eau. C'est un exemple, mais qui est assez parlant, je trouve. Donc j'ai choisi de vous le présenter. Et donc on a adapté typiquement, et ça fait partie des règles de la profession maintenant, on a doublé les tubages cimentés en face des aquifères sensibles. Je pense notamment à la nappe albienne qui est la plus sensible aujourd'hui, puisque c'est la nappe d'eau potable de l'Île-de-France, qui est considérée comme une eau stratégique. Donc c'est important aussi d'adapter nos techniques finalement aux enjeux environnementaux de manière à rendre compatible finalement cette eau, et surtout éviter des contaminations entre cette eau géothermale qui est une eau très salée, je tiens à le préciser, entre 9 et 35 grammes litres dans le Dogger. À 35 grammes litres, c'est de l'eau de mer, clairement. Donc il ne s'agit pas qu'il y ait une contamination quelconque qui se produise au niveau des aquifères stratégiques de l'Île-de-France. D'où cette conception raisonnée qui est d'ailleurs contrôlée. C'est-à-dire que ces tubages qui sont cimentés, qui sont redondants, qui protègent ces aquifères, ils sont aussi contrôlés dans le temps pour bien vérifier qu'il y a une isolation qui se fait dans les règles de l'art. Dans la durée et dans la production. Y a-t-il des questions? On s'approche déjà de la fin de la table ronde. Si vous avez une question de compréhension, une réaction, un commentaire sur ces sujets qui sont, je m'en rends bien compte, très, très généraux, mais c'est normal. C'était la vocation de cette première table ronde d'ouvrir une série de thématiques. N'hésitez pas à vous saisir du micro qu'on vous tend pour la poser. Il y en a une là-bas? Non? J'avais une question, moi, sur les compétences, parce que c'est un thème sur lequel on peut revenir. Y a-t-il un risque de voir ces compétences dans tous vos métiers disparaître? Y a-t-il un brain drain, éventuellement, de vos métiers à vous vers d'autres? Comment les garder? On peut peut-être en dire un petit mot. Et ça concerne les 4 acteurs qui sont représentés ici. Madame Mercier, par exemple. Est-ce que vous avez des équipes aussi denses que vous voudriez l'avoir? Et puis après, la question viendra d'ici. C'est vrai que le sujet des compétences est une question qui se pose aussi au sein des services de l'État, que ce soit en administration centrale comme en administration locale. Et on demande à l'État de répondre rapidement. Mais il faut des équipes derrière. Oui, voilà, il faut des équipes, mais on demande aussi à l'État de prioriser ses objectifs. Et en fonction des priorités, les services de l'État se voient dotés de plus ou moins de compétences. Et donc, sur les sujets sous-sol, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas toujours
toujours simple, en tout cas, d'obtenir les compétences qui sont nécessaires. Enfin, c'est un travail de tous les jours, je dirais, pour les maintenir. Juste un mot sur des gens que vous n'avez pas, ou vous n'avez plus, vous n'avez pas assez. Vous trois. Il y a des gens dans la salle qui cherchent un boulot, des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs, par exemple. Vous recrutez qui? Quel type de profil? Pas facile comme question, absolument pas préparée. Je vous laisse y réfléchir. On prend la question de monsieur. Bonjour. Je m'appelle Paul Vigneron, je suis doctorant. D'abord, merci pour toutes ces interventions très riches. J'avais juste une question de curiosité, parce qu'on a parlé beaucoup dans la présentation des freins pour la géothermie. Et ma question porte en fait sur le développement de la géothermie, notamment son rapport qu'elle entretient avec les matériaux critiques. Est-ce que c'est une question en termes d'approvisionnement, en termes de fournisseurs? Est-ce que c'est une question que se pose la filière de la géothermie et également au niveau du stockage de gaz? Est-ce que c'est cette question de matière? Alors, sur les matériaux critiques, vous parlez de lithium, des choses comme ça? Pas forcément, plutôt pour le développement des infrastructures elles-mêmes. Est-ce qu'elles consomment beaucoup de métaux? Est-ce que pour faire du forage en profondeur, est-ce qu'on a besoin de grosses quantités de métal qui vient de très loin ou pas? Je vous remercie. Alors, s'il vous plaît, une réponse très courte, si c'est possible. Je dirais clairement, moi, je représente plutôt l'aspect réseau de chaleur, donc c'est un peu différent. Je ne voudrais pas parler pour d'autres sur cet aspect de lithium. Ce qu'on utilise en forage, c'est plutôt des aciers spéciaux, des aciers qui sont normés de type API, qui sont des normes pétrolières au départ. Donc on adapte finalement, on adapte les techniques pétrolières au contexte de la géothermie. Moi-même, je suis ingénieur pétrolier, donc je viens de ce monde-là. Et je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à valoriser une ENR durable sur le territoire français. Donc voilà, il n'y a pas forcément de lien, pour répondre à la question, de lien entre la ressource qui va être captée, qui est le lithium, qui est plutôt lié à des besoins de batterie, finalement, plutôt aux besoins automobiles sur un autre enjeu qui est la transformation de notre parc de voitures en France, conversion à l'électrique. Donc on est plus sur mais c'est deux choses vraiment très séparées, finalement, très différentes, la captation de lithium et l'utilisation de la géothermie pour les réseaux de chaleur. Oui, on n'a pas du tout parlé de lithium, parce que là, ça nous emmène sur d'autres choses. Ça nous emmène déjà beaucoup à dire. Peut-être une réponse sur les compétences. S'il y a des métiers, par exemple, dont vous êtes en train de vous apercevoir qui attirent peut-être moins de nouvelles générations, un petit warning éventuel? Non. Je dirais plutôt des compétences forage, moi, à notre niveau. Je pense que ça, c'est... Parce qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup mobilisées encore dans le monde pétrolier, le monde gazier, souvent à l'étranger. Et on manque aujourd'hui, soit d'ingénieurs réservoirs, soit même de compagnies, de sociétés spécialisées en forage. Aujourd'hui, il n'y en a que 2 en France, ce qui est un peu dommage, alors qu'il y a beaucoup de projets à valoriser. Donc c'est un peu, pour moi, c'est un peu le côté forage qu'il faudrait essayer de densifier et de privilégier. Et du côté de Storengy? Oui, je vais généraliser un petit peu, parce que je vais avoir une réponse assez similaire dès qu'on parle de sous-sol, dans un contexte général où on se pose la question de la désindustrialisation, et peut-être un jour la réindustrialisation de la France. Christophe Poinceau a effleuré ce sujet tout à l'heure. Aujourd'hui, on observe à notre échelle un rejet chez les étudiants de tout ce qui touche aux hydrocarbures et au pétrole. Et à un moment donné, il ne faut pas oublier, premièrement, que l'ancien monde fait partie de la transition énergétique. On a parlé de gaz tout à l'heure, et quand on parle de stockage, on parle beaucoup de gaz naturel encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ce que le pétrolier et le minier ont apporté aux géosciences, et à la compréhension et à l'étude du sous-sol et à son exploitation de façon générale, et à tout ce qu'on peut envisager en termes de transfert technologique. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de honte à faire du forage, il n'y a pas de honte à étudier le sous-sol, il n'y a pas de honte à aller à l'IFP School ou aller à l'école de géologie. Comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure, en géothermie, il y a énormément de transferts technologiques à envisager. Il y a toujours beaucoup à apprendre de tout ce que ces industries-là nous ont apporté. Donc autant de métiers. Et donc demain, aujourd'hui, si vous voulez, ces métiers-là, on en a besoin. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas oublier d'où on vient pour mieux comprendre où on va. Désolé pour cette ça va me servir de conclusion. Cette phrase parfait, un petit peu bateau, ouais. Mais effectivement, de façon très prosaïque, on en arrive au même constat, à savoir on manquera tôt ou tard de foreurs.
d'ingénieurs réservoirs, de géologues. On ne veut pas vider le pays de ses compétences dont on a besoin. Donc sans préoccuper. Madame Mercier, le mot de la fin, puis on va passer à la pause ensuite. Je voulais juste ajouter un mot concernant justement ce transfert des compétences et ce transfert des connaissances. Monsieur Poinceau a montré une carte extrêmement intéressante tout à l'heure qui montrait l'ensemble des lignes sismiques, mais aussi les forages. Alors évidemment, on n'a peut-être pas vu tous les forages profonds qui ont été faits, mais les activités antérieures ont permis d'accéder à un niveau de connaissance de ce sous-sol profond qui est absolument extraordinaire. Et comme ces données ont été collectées par l'État et qu'elles sont mises à disposition de tout le public géoscientifique, il y a des délais de confidentialité, mais qui sont depuis longtemps dépassés. Donc ça fait un réservoir de données et d'informations qui sont accessibles à l'ensemble des acteurs du sous-sol aujourd'hui. Et je pense qu'il faut saluer ce travail qui a été fait par l'ensemble des entreprises historiques. C'est un vrai atout de la France Tout à fait. sur ces thématiques. Voilà, ça fait partie d'un des enjeux de plus qu'on peut lister s'agissant du sous-sol. Je vous remercie vos interventions. Merci beaucoup, Carole Mercier, Marc Litzenberger, Thomas Guéant et Laurent Escarré. On peut les remercier en les applaudissant, par exemple. On va s'arrêter là parce que le temps file. Je ne voudrais pas mordre sur l'après-midi. On se retrouve donc tout à l'heure, après la pause, à 14h, pour parler de décarbonation des réseaux aux différentes échelles, avec une présentation de Philippe Laplège, suivie d'une table ronde sur ce sujet. Je vous dis à tout à l'heure.